Fabrication et recyclage de la CC, deuxième vidéo de ce chapitre, formation de la première CC et turnover des matériaux. Donc dans ce chapitre, on va essayer de comprendre comment s'est formée la première croûte continentale, qui à l'origine était différente de celle d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on sait? On a comme info que les roches produites dans les zones de subduction, c'est-à-dire rhyolite, andésite, diorite, granodurite, granite, sont les roches constitutives de la croûte continentale. On sait qu'elles proviennent d'un magma à la composition proche de celle de la croûte continentale. Or, ce magma au départ était un magma basique, mantélique, contaminé par la croûte elle-même. Il faut donc de la CC pour former un magma à l'origine de la CC. On a donc un problème. Car si on démarre d'un magma mantélique, c'est-à-dire de la péridotite fondue, on sait que la péridotite, en temps normal, sous les dorsales, elle donne du gabbro et du basalte. Là, on a compris dans la vidéo précédente que ce magma est contaminé par la croûte encaissante, qu'il va y avoir une cristallisation fractionnée, qu'on va donc obtenir des roches de plus en plus acides, c'est-à-dire de plus en plus riches en silice, puisque la silice cristallise en dernier à faible température. On a donc un processus qui fait qu'à partir d'un magma identique à celui qu'on trouve au niveau des dorsales, on obtient des magmas à l'origine de roches de la CC, mais ce magma de composition CC ne sera formé que s'il traverse de la CC. On a donc un problème, notre point de départ, d'où vient cette fameuse première croûte continentale. Donc l'origine de la première CC, on va reprendre un peu les temps géologiques. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. La première période assez courte, qui a duré donc 0,6 milliards d'années, c'est l'AD1. Ensuite, on a la période archéenne jusqu'à 2,5 milliards d'années. Ensuite, la période protérozoïque et à 0,5 milliards d'années, le phanérozoïque. Donc, avant ces 0,5 millions d'années, on parle de 0,5 milliards, pardon, on parle de précambrien. Et à partir de 0,5 milliards d'années, c'est la période phanérozoïque qui correspond en fait à l'ère du vivant et qui commence au cambrien. Donc on est en bas de l'échelle des temps géologiques, dans la partie jaune tout en bas, cambrien, avec l'apparition des premiers êtres vivants et donc les fameuses ères dont vous avez entendu parler, l'ère primaire ou paléozoïque, l'ère secondaire ou mésozoïque, l'ère tertiaire ou cénozoïque et l'ère quaternaire. Alors, qui n'est pas vraiment une super ère. En théorie, on devrait être encore dans le Cénozoïque, mais bon, comme l'homme est apparu, on est prétentieux, quoi. Hein, comme l'homme est apparu, c'est une nouvelle ère. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est encore en discussion au niveau des scientifiques. Dans tous les cas, vous avez entendu parler de ces ères par l'évolution de la biodiversité et par la formation des différentes chaînes de montagnes. Donc le massif hercynien, qui est la plus ancienne chaîne de montagnes qui se trouvait donc au niveau et l'équivalent européen, on en retrouve des morceaux en Amérique, etc. Donc vous voyez que ça date de l'ère primaire. Et ensuite les deux grandes chaînes de montagnes, Pyrénées et Alpes, dans l'ère tertiaire. Donc essayons de comprendre d'où provient la première CC. L'aspect de la Terre il y a 4,56 milliards d'années, c'est-à-dire au démarrage, à l'époque ADN, c'était une époque très courte, on avait en surface de la Terre la présence d'un océan magmatique. Donc ce sont des images de synthèse, bien sûr. Il faut savoir qu'en ce temps-là, donc la Lune et la Terre et la Lune dite primordiale subirent l'assaut des météorites. Hein, je vous rappelle que il y a eu le fameux Big Bang, que autour du Soleil il y avait énormément de fragments de matière qui ont commencé à se mettre en orbite, qui ont tourné autour du Soleil chacun sur des orbites, et ces morceaux de matière se sont cognés les uns aux autres, se sont accumulés, et on parle d'accrétion, et en se cognant ça faisait des chocs thermiques. Vous savez que quand
Vous vous êtes déjà mis une claque à vous-même? Vous avez la main qui chauffe quand vous mettez une claque. Et ben oui, le choc entre deux matières, ça dégage de l'énergie. Donc imaginez des milliards et des milliards de cailloux qui se rencontrent dans l'espace, qui s'accumulent les uns aux autres. Chaque choc produit de l'énergie. Et donc au final, on a une grosse boule de matière en fusion qui va progressivement refroidir pour donner notre planète. Donc sur chaque orbite, en tout cas des planètes telluriques, ça s'est passé comme ça. Donc on avait des morceaux de matière qui tournaient sur les orbites, qui ont fini par se rencontrer, s'accumuler et former les planètes. Donc au démarrage de l'histoire de la Terre, c'était un océan magmatique puisque on avait énormément de chaleur provenant de l'accrétion de ces morceaux de matière. Donc forcément, si c'est un océan magmatique, activité volcanique intense. Donc vous avez une belle reconstitution dessous, comme si on était sur la Terre à l'époque, avec la Lune en fond. C'est magnifique, c'est joli. Donc comment la Lune s'est formée? Petite parenthèse. Donc il y a Theia, qui est donc un énorme astéroïde et qui est entré en collision avec la jeune Terre il y a 4,5 milliards d'années. Donc vous voyez, on est encore dans l'AD1. Donc pareil, ce sont des images de synthèse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cet astéroïde est rentré en collision avec la Terre, donc on peut regarder la petite BD dessous. Deuxième image, il y a donc une projection dans l'espace de matière. En raison de la gravité exercée par la Terre, donc on a cette matière qui se met en orbite, pardon, et là on répète l'histoire par rapport au Soleil, sauf que là c'est autour de la Terre. Donc toute cette matière qui a été éjectée de la Terre se retrouve en orbite autour de la Terre. Les particules finissent par s'accumuler les unes avec les autres. On a la formation de deux lunes. Il y a une petite lune d'environ 1000 km de diamètre qui s'est formée, mais qui a fini par percuter la face cachée de la Lune, moins de 10 millions d'années après sa formation. Donc on a donc la Lune qui s'est formée par accumulation de cette matière et pour obtenir aujourd'hui une Terre avec son satellite. Donc on en revient à notre CC. À l'AD1 donc, on a formation de la première lithosphère océanique par refroidissement, par hydratation de la surface de l'océan magmatique constituée de péridotite qui est alors serpentinisée, c'est-à-dire métamorphisée donnant de la serpentinite. Donc imaginez une énorme boule de magma qui reçoit de l'espace un bombardement de matière riche en volatiles, c'est comme ça que l'eau est arrivée sur la planète. Et donc ces volatiles, il y a essentiellement H2O dedans. On refroidit la surface et on crée une sorte de croûte de péridotite refroidie et hydratée, donc métamorphisée, qu'on appelle à ce moment-là la serpentine. Ça doit vous dire quelque chose parce que quand on a parlé de la formation des Alpes, on a vu de la péridotite serpentinisée dans le massif ophiolitique du Chenaillet. Donc dans notre océan magmatique, on a commencé à avoir en surface, par refroidissement-hydratation, cette banquise de serpentinite qui s'est formée. Et au fur et à mesure, ça a formé toute une croûte en surface de notre Terre et qui a protégé l'océan magmatique. Il faut savoir que les éléments fer et nickel ont commencé à s'individualiser et à sédimenter au centre de la Terre et à former le noyau. Et donc à partir du moment où on a une lithosphère qui s'est mise en place, vu qu'on avait une grosse activité quand même dessous, on avait un océan magmatique, on avait donc forcément des mouvements de chaleur, donc de la matière en chaleur qui se déplace, c'est de la convection, et forcément, par différence de densité, on a eu mise en place de naissance de dorsales, et forcément des subductions, on a des cellules de convection qui se sont mises en route. Et donc, dès 4,4 milliards d'années, la température de la surface de la planète était suffisamment basse pour permettre à l'eau d'être sous un état liquide. À ce moment-là, l'océan magmatique était donc refroidi et on avait de vastes étendues d'eau, océan, qui existaient à la surface de la Terre. Donc ça va pour tout le monde, du fait qu'il y ait des cellules de convection qui soient mises en place, on a évacué la chaleur de la Terre et suffisamment évacué pour que l'eau qui arrive en surface finissent par tomber. Alors il y a eu une pluie qui a duré plus d'1 million d'années si je me souviens bien, et c'est cette pluie qui est à l'origine de l'océanisation de la planète. Donc à l'Archéen, à quoi ressemble notre planète? La surface de la Terre est découpée en microplaques, très nombreuses.
La croûte océanique se met en place à l'aplomb des dorsales océaniques, c'est-à-dire au-dessus. C'est le lieu privilégié de l'évacuation de la chaleur terrestre. Je ne vous apprends rien, vous avez appris ça depuis la première. Donc probablement selon le même mécanisme qu'aujourd'hui. Par contre, on avait beaucoup de chaleur. Donc beaucoup de dorsales pour évacuer. Donc beaucoup de microplaques. Voici à quoi devait ressembler à peu près la planète à cette époque. Alors si vous arrivez à récupérer le lien, il y a une petite vidéo. Bon, ça dure pas longtemps, vous voyez juste la planète tourner avec les fractures, mais bon, ça peut vous donner une image avec un mouvement, ça peut être plus sympa. Alors le problème est, comment est-on passé de ça à ça? C'est-à-dire plein de microplaques à notre dizaine de grandes plaques. Bah ouais, comment? Il y a un problème. Réfléchissons. On étudie l'évolution du volume total de la croûte continentale depuis la formation de la Terre. Donc formation de la Terre, 4,55 milliards d'années. Vous allez me dire tout à l'heure, vous avez dit 4,56, il y en a qui disent 4,60. Bon, ils sont pas tous d'accord, on s'en fout globalement, 4,5 milliards d'années. Vous mettez ça, c'est bon, on va pas vous baffer parce que le dixième, il n'est pas bon, quoi. Alors, globalement, ce qu'on sait, c'est qu'à moins 4 giga-années, on a le début de la formation des continents. Ensuite, on a une grande période de croissance pendant tout le protérozoïque, donc après l'archéen. Et pendant le phanérozoïque, c'est-à-dire la période de la vie, avec le primaire, le secondaire et le tertiaire, et le quaternaire avec l'apparition de l'homme, l'état de la croûte continentale est quasi stationnaire. Donc, la croûte qui s'est formée à l'archéen, elle n'a pas la composition de type granitoïde de la croûte continentale formée aujourd'hui. C'est pas possible, puisque la première croûte qui s'est formée, c'est de la serpentinite. Donc c'est de nature, finalement, basaltique, modifiée, métamorphisée par l'eau et la chaleur. Alors, ça veut dire quoi? Si la croûte continentale qui s'est formée n'avait pas la composition d'aujourd'hui, ça veut dire que son mécanisme de formation à l'époque était différent de celui qui est en œuvre aujourd'hui. D'accord? Alors, on sait que l'ACC est produite dans les zones de subduction. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'à 4 milliards d'années, il y a eu un changement de fonctionnement dans la fabrication de la croûte terrestre qui a amené au mode actuel. Le problème est, quel est ce changement? Comment c'était avant? Donc, information importante. À l'archéen, c'est une croûte jeune et chaude qui entre en subduction. Vous vous rappelez, serpentinisation de l'océan magmatique, début de convection, on a des subductions un peu partout, des microplaques. Mais donc, ces subductions, elles entraînent en profondeur des croûtes qui sont jeunes et surtout chaudes. Aujourd'hui, c'est une croûte plus vieille et froide qui entre en subduction. Ça, on l'a vu. Rappelez-vous, on a déjà vu la carte des fonds océaniques. Donc vous repérez les dorsales en noir. De part et d'autre de chaque dorsale, la symétrie des couleurs indique l'âge des roches. Donc on s'aperçoit que plus on s'éloigne d'une dorsale, plus la roche est vieille. Et les plus vieilles roches à entrer en subduction sont dans le bleu, c'est-à-dire environ 150 millions d'années. On peut aller jusqu'à 200 millions d'années. Donc là, on a des très vieilles roches et surtout des roches bien froides qui entrent en subduction. On est donc dans un régime de subduction différent par rapport à l'archéen. Question, cette différence de température, est-ce qu'elle a une incidence sur le volcanisme de subduction, puisque c'est là qu'on fabrique de la matière? Et autre question, existe-t-il sur la planète actuellement des zones de subduction où de la lithosphère océanique jeune et chaude s'enfonce dans le manteau comme à l'archéen? Si on arrive à trouver ces zones-là sur la planète, on va pouvoir aller voir ce qui se passe et on va pouvoir dire, par analogie, à l'archéen, ça s'est passé de la même façon. Donc, il existe des zones sur la planète actuellement où on a de la lithosphère océanique jeune qui entre en subduction. C'est le cas donc au sud du Chili, où on a une dorsale qui est très proche de la zone de subduction et où on va avoir des roches qui ici sont en jaune foncé avec du pointillé, qui vont entrer en subduction, des roches âgées de pas plus de 5 millions d'années. Et dans le volcanisme donc de subduction, on observe à cet endroit des roches particulières qu'on appelle les adachites, qui sont en triangle noir et qui sont localisées justement en face des zones où on a subduction de croûte océanique chaude
et jeune. Vous voyez qu'un peu plus haut sur la carte, là où nous avons de la croûte océanique blanche qui entre en subduction, c'est-à-dire supérieure à 15 millions d'années, on a des andésites. Donc on a, en fonction de la croûte océanique, de son âge qui s'enfonce, on a deux sortes de roches produites. Et dans le cas d'une croûte océanique chaude et jeune, on a des adachites. Et dans le cas de croûte océanique refroidie et ancienne, on a des andésites. De ce fait, donc, dans cette zone, on a un régime particulier. Donc au Chili, la lithosphère océanique subduite est jeune et chaude, on observe des roches particulières, les adachites. La plupart des adachites connues, elles se trouvent dans la ceinture volcanique péripacifique, là où on a pas mal de zones de subduction. Et donc toujours au voisinage ou à l'aplomb de dorsale océanique. Donc association dorsale océanique proche subduction égale production d'adachites. Donc l'adachite, qu'est-ce que c'est? Bah voilà, c'est ça, c'est une roche volcanique, on voit très bien qu'elle est grise, elle a une pâte, une mésostase, du verre qui n'est pas cristallisé et on a quelques cristaux. Donc je vous rappelle que quand on fait une photographie de roche ou d'affleurement en géologie, on met toujours un repère pour avoir une idée de taille. Donc ici il y a une pièce. Donc l'adachite, si on la compare à l'andésite, on s'aperçoit que finalement il n'y a pas grande différence, à peu près les mêmes teintes, avec quelques cristaux blancs bien visibles. On va travailler un peu au microscope. Donc on s'aperçoit qu'il y a des points communs, ça ressemble beaucoup. Par contre, dans l'adachite, il y a énormément d'amphiboles, de hornblende, beaucoup plus que dans l'andésite. Et il y a également un minéral qui n'est pas visible sur cette coupe. C'est bien dommage, mais j'ai pas trouvé d'autres images. Ce sont des roches qui sont encore en cours d'étude. On trouve dans les adachites du grenat qu'on ne trouve pas du tout dans l'andésite. Et ça, c'est assez important, on va le voir ensuite. Donc on constate que les adachites, elles contiennent des amphiboles de type hornblende et des grenats qu'on ne retrouve pas dans les andésites. Information. Si le grenat n'est pas forcément un minéral caractéristique des hautes pressions, parce qu'on peut le retrouver dans des roches de basse pression, dans ce contexte géodynamique de la subduction, il n'est formé qu'en profondeur dans la CO subduite. Oh, tiens, j'ai oublié le B à subduite, pas grave. Je vous rappelle le diagramme pression-température qu'on a vu pour le métamorphisme dans la formation des Alpes. Donc le grenat n'apparaît qu'à basse température, haute pression. Donc de la croûte océanique froide qui s'enfonce à grande profondeur. Alors, pour essayer de comprendre comment on retrouve ce grenat dans ce magma qui est remonté en surface, on réfléchit, on a besoin d'un diagramme PT. Alors là, je l'ai mis à l'envers parce que à la fac, on a l'habitude de mettre le diagramme avec température sur les abscisses et l'ordonnée dirigée vers le haut avec la pression, la profondeur. Mais pour vous, au lycée, on inverse l'axe, c'est-à-dire qu'on l'oriente vers le bas pour que vous ayez bien cette notion de profondeur, vous compreniez bien le mouvement que ça rentre à l'intérieur. C'est vraiment pour vous donner une image. Mais en général, dans les bouquins supérieurs au bac, l'axe des ordonnées reste orienté vers le haut. Donc tout doit être inversé dans votre tête pour bien comprendre que ça se passe en profondeur. Donc là, j'ai inversé l'image, donc les écritures sont à l'envers, je suis désolée. Donc sur ce graphique, on a le géotherme de subduction actuel qui est bleu, c'est-à-dire géotherme, l'évolution de la pression et de la température correspondant à la lithosphère océanique actuelle qui s'enfonce dans la subduction. Sur ce graphique, on a rajouté en rouge le solidus du basalte hydraté. On a mis en violet la limite de stabilité du grenat, c'est-à-dire quand on passe cette limite, le grenat se déstabilise, le cristal n'est plus résistant à la pression-température, il va se réorganiser dans une forme plus résistante. On a également en marron la limite de stabilité de la hornblende. Et donc, si on a un magma qui contient de la hornblende et qui contient du grenat, c'est que ce magma s'est formé dans une zone, c'est-à-dire un ensemble de conditions pression-température où 1.
on a passé le solidus, et 2, on n'a pas passé les conditions de déstabilisation ni du grenat, ni de la hornblende. Et ça ne peut être donc qu'au croisement de ces 3 courbes, c'est-à-dire dans ce domaine gris, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de fusion adachitique. Si on est en température moins élevée, pas de grenat. Si on est en pression moins élevée également, pas de grenat. Pour la hornblende, c'est pareil, il faut vraiment rester dans cette zone grise, c'est-à-dire cet ensemble de conditions pression-température où la hornblende et le grenat en même temps sont stables et où on a fusion. Et là, on produit un magma qui va remonter en surface et qui va emmener avec lui les cristaux de hornblende et de grenat qui sont formés normalement en profondeur. Ça va, vous avez suivi? Alors vous allez me dire, ouais d'accord, mais alors pourquoi on a ce magma puisque notre géotherme de subduction, il ne rentre pas dans cette zone, il ne croise pas. Jamais l'ensemble des conditions pression-température de la croûte qui entre en subduction ne traverse la zone grise. Tout simplement parce que là, je vous ai mis le géotherme de subduction actuel, des croûtes qui sont vieilles et froides. Donc conclusion, le grenat de la dacite ne peut provenir que de la croûte océanique fondue avant que la hornblende et le grenat ne se déstabilisent lors de l'enfoncement, puisque hornblende et grenat, on les trouve dans la croûte océanique métamorphisée. Donc, c'est forcément cette croûte qui a fondu, mais elle a fondu avant que la hornblende et le grenat ne se déstabilisent. Donc, ça ne peut pas être selon le géotherme bleu de ce graphique. Alors, on peut donc raisonnablement convenir que les conditions de formation des adachites, elles confirment le mécanisme de mise en place de la CCA l'archéen, c'est-à-dire une croûte jeune et chaude qui entre en subduction et qui va fondre parce qu'elle est déjà chaude et elle va passer le solidus hydraté. Donc vous avez sur ce graphique plusieurs géothermes. On les a déterminés donc par des conditions expérimentales de fusion partielle d'un basalte hydraté et évolution de la température de la lithosphère plongeante avec la profondeur en fonction de son âge au niveau de la subduction. C'est compliqué les titres, hein. Vous avez donc ici des courbes bleues qui correspondent aux géothermes de croûtes d'âge différents. Donc la plus jeune, 5 millions d'années, après 10 millions d'années, 50 millions d'années, 200 millions d'années. Je vous rappelle que plus la croûte est vieille, plus elle est froide. Donc forcément, sa pente sur le graphique va augmenter. Hein? Si elle est froide, on reste sur la partie gauche du graphique, température basse. Et plus elle est froide, plus elle est dense, plus elle est lourde, plus elle s'enfonce à la verticale. Ça, on l'a vu aussi dans les vidéos précédentes. Donc, le géotherme de 100 millions d'années, c'est quasiment une ligne droite avec une pente très forte. Alors que 5 millions d'années, la croûte vient juste d'être formée, elle n'a pas eu le temps de se refroidir, donc elle est chaude. Donc elle se rapproche de l'axe horizontal, elle a donc une pente moins forte. Donc, on sait que pour obtenir un magma qui contient de la hornblende et du granit provenant de la croûte océanique fondue, il faut donc que le géotherme de la croûte océanique traverse la zone de fusion des adachites. On a donc le cas pour un géotherme d'une croûte de 5 millions d'années ou de 10 millions d'années, ou un petit peu moins, on peut aller jusqu'à un petit peu plus, je veux dire, on peut aller jusqu'à 45, on est encore dedans, mais vous voyez qu'à partir de 50 millions d'années, on sort de la zone. Donc le géotherme d'une CO de 5 millions d'années recoupe le solidus du basalte hydraté, donc les roches de la CO fondent, mais pas la hornblende et le grenat qui restent stables et remontent avec le magma en surface. Vous voyez que le géotherme d'une CO de 200 millions d'années ne recoupe pas le solidus hydraté du basalte, donc les roches de la CO ne fondent pas. Donc lors de la mise en place des premières zones de subduction, les croûtes océaniques chaudes subduites sont entrées en fusion, créant des arcs volcaniques adachitiques. D'accord? Donc je vous rappelle qu'un arc volcanique, vous l'avez vu en première S, c'est un ensemble de volcans qui suit la frontière de la subduction, qui suit le long de la fosse océanique. Donc on a fusion de la croûte océanique, ça remonte et forcément il y a des volcans en surface, c'est la production de matière, on crée une croûte adachitique. Et par la suite, le magma remontant,
va finir par traverser une croûte continentale originelle. Et on va donc avoir le principe de contamination de cristallisation fractionnée qui entre en jeu, puisqu'on a déjà une première croûte qui s'est formée. Donc, l'ACC se différencie progressivement. Donc ici, on récapitule. Vous avez l'évolution du géotherme de subduction depuis l'Archéen. Donc à l'Archéen, vous voyez que le géotherme recoupe la zone de fusion des adachites. En géotherme intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a une croûte un peu moins chaude qui s'enfonce, donc on ralentit le rythme de la subduction. On a ici un régime dit intermédiaire où on va avoir à la fois fusion de la CO et début de métasomatisation du manteau, c'est-à-dire d'hydratation du manteau et fusion partielle du manteau, jusqu'à ce qu'on obtienne le géotherme actuel de la subduction où on est sorti de la zone de fusion des adachites. On ne peut plus avoir fusion donc de la croûte océanique et production de magma adachitique. On ne peut avoir que déshydratation et donc métasomatisation du manteau, donc hydratation du manteau. Le manteau hydraté va glisser grâce à la convection un peu plus en profondeur jusqu'à atteindre l'isotherme 1000 degrés qui est en rose sur le dernier graphique. Et à ce moment-là, le manteau hydraté va pouvoir fondre et produire du magma andésitique cette fois. Le turnover des matériaux. Quand on étudie les roches sur la planète, on s'aperçoit qu'il existe des roches très anciennes correspondant à l'ACC. En rouge, vous avez les terrains archéens qui affleurent, c'est-à-dire qu'on voit, et en jaune, les terrains archéens recouverts de sédiments. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. 80% de l'ACC se serait formé entre 3,2 et 2,5 giga-années, c'est-à-dire à l'archéen. Aujourd'hui, la croissance crustale actuelle, elle est nulle. Donc pourquoi? Parce que le volume de croûte produit au niveau des dorsales correspond au volume de croûte recyclé dans le manteau. Donc c'est stable. Si on avait un régime différent, c'est-à-dire qu'on produisait plus de croûte au niveau des dorsales ou qu'on ne faisait pas assez disparaître au niveau des subductions, on aurait un problème, la terre grossirait. Or le volume de la terre est constant, on fabrique autant qu'on détruit. Bref, on recycle. Les plus vieilles roches connues sont les gneiss d'Akasta au Canada, datées de 4,03 giga-années. Ce sont des roches métamorphiques qui sont formées en profondeur. Donc, elles ne permettent pas de donner une indication sur les conditions de surface à l'époque. On a un scientifique, Jonathan O'Neill, qui vient de mettre en évidence, et c'est récent, dans le nord du Québec, des roches datées de 4,28 giga-années. On appelle ça des faux amphibolites, parce que ça ressemble aux amphibolites, mais ça ne sont pas. Proviennent des formations rocheuses vertes du Nuviagitug à mes souhaits. Donc c'est estimé par radiodatation, donc par le couple néodyne-samarium. On vous avez étudié rubidium, strontium, il y a d'autres couples qui fonctionnent. Et donc on a pu dater 4,28 giga-années. Vous avez aussi les gneiss d'Amitsok qui sont connus au Groenland, 3,8 giga-années. Ce sont des gneiss et ils constituent le plus grand volume de croûte continentale primitive connu à ce jour. Bah, vous allez me dire, au Groenland, c'est facile de les chercher, il n'y a pas de maison dessus. Alors, on a des preuves de l'existence d'une croûte à l'AD1, c'est-à-dire antérieure à 4 giga-années, mais on n'a pas de roche proprement dite. Par contre, on a des vestiges de roches. Ce sont des minéraux remaniés et incorporés dans des roches plus récentes. Ces minéraux sont des zircons. C'est ce qu'on appelle le zirconium en bijouterie, les faux diamants, les diamants pas chers en fait. Et bien c'est ça, c'est du zircon. Ils ont été découverts dans des vieux grès, des conglomérats, donc c'est-à-dire des accumulations de sédiments solidifiés dans les Jack Hills, donc les montagnes Jack en Australie de l'Ouest. Ils ont été datés à 4,404 giga-années. C'est très précis. Alors le problème qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi l'ACC primitive a-t-elle autant disparu? Info. À l'époque de l'Archéen, la Terre était beaucoup plus chaude en raison d'un plus grand nombre d'éléments radioactifs dans le manteau. Alors, on a deux chaleurs. On a la chaleur initiale provenant de l'accrétion des bouts de roche qui se sont accumulés les unes sur les autres sur l'orbite autour du Soleil pour former la Terre. Donc ça, c'est la chaleur initiale.
Et vous avez la production de chaleur par la radioactivité de longue période. Donc vous avez une courbe rouge au départ qui est plus importante. C'est la courbe de production de chaleur toutes sources confondues. Donc il y a la chaleur initiale dedans. Et la production de chaleur par la radioactivité, elle est un peu plus basse, mais vous voyez que les deux courbes se rejoignent. Et à la fin, en fait, normalement, il n'y a plus que la radioactivité aujourd'hui qui produit de la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Que la conduction, c'est un mécanisme inefficace pour évacuer la chaleur interne. Ça, on va le voir en géothermie. Il faudra voir les vidéos, elles sont déjà faites. Hein. Pour ceux qui visionnent celle-là, la vidéo géothermie est déjà faite. Donc, comme la conduction, c'est un mécanisme inefficace pour évacuer la chaleur interne, c'est comme de nos jours la convection qui a assuré cette fonction par l'intermédiaire des rides médio-océaniques, c'est-à-dire des dorsales. Et comme la quantité de chaleur évacuée était plus importante qu'aujourd'hui, il a donc fallu une plus grande longueur de ride, c'est-à-dire des très grandes longueurs de dorsales. Alors on vous précise, la quantité de chaleur évacuée est une fonction de la racine cubique de la longueur de la ride. Ne me demandez pas la formule, je ne la connais pas. Moi, je ne suis pas une pro en géologie. Hein, à mon avis, il faut avoir des bacs plus 5, plus 6 en géol pour maîtriser tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la Terre ayant conservé un volume constant, une plus grande longueur de ride implique que les plaques délimitées par ces rides étaient plus petites et que de nos jours, bien sûr, et qu'elles se déplaçaient donc plus rapidement. On avait donc un turnover des continents qui était beaucoup plus rapide, ce qui explique la quasi-disparition de la CC primitive. Si on a des microplaques, je vous rappelle qu'on dit que les plaques bougent. Alors elles bougent, bien sûr, elles se déplacent globalement sur la planète, du nord au sud, etc. Mais on a aussi le système de tapis roulant, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes. On fabrique une roche à la dorsale, elle bouge relativement sur la plaque, c'est-à-dire que cette roche, c'est comme un tapis roulant, elle avance au sein même de la plaque pour finir par disparaître de l'autre côté au niveau de la zone de subduction. Hein, c'est comme vous mettez un bonhomme, vous savez les grands tapis roulants dans les grands magasins ou dans les aéroports, là, dans les zones plates où on veut marcher plus vite, ils mettent des grands tapis, comme à Disney, pour ceux qui ont déjà été à Disney, ou à l'aéroport d'Orly, il y a des grands tapis horizontaux. Vous mettez le petit bonhomme au début du tapis, le tapis il avance, le petit bonhomme il arrive à la fin. Et puis le tapis il repart en dessous. Bon, sans le petit bonhomme, on est d'accord. Hein. C'est pareil, hein, vous imaginez que le petit bonhomme c'est le continent. Et s'il se trouve au début de la plaque à côté de la dorsale, il va bouger, jusqu'à ce qu'il arrive côté subduction. Et là, il a un problème. En général, il rencontre un autre continent et puis ils se font la guerre. Ça, c'est la formation des Alpes, de l'Himalaya, des Pyrénées, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson. C'est lui qui l'a découvert, inventé. Donc, on a sur la planète, systématiquement, fracture des continents, écartement, puis rapprochement, création d'un nouveau continent, etc. Donc on a un système de recyclage, c'est ce qu'on appelle le turnover. Et il était beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que la CC primitive a quasiment disparu.